Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Jean-Luc Montagioni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société historique et archéologique des Amis de Bernay. Le but, c'est de développer la connaissance historique et archéologique de Bernay et de sa région. Cette association, c'est une véritable mémoire du passé de la ville. Depuis sa création, le 2 novembre 1967, elle compte aujourd'hui 180 adhérents environ. Vous avez sorti en fin d'année le bulletin traditionnel de l'association, une revue historique où l'on peut trouver vos travaux de l'année, plusieurs articles, donc on va les détailler ensemble, mais d'abord j'aimerais revenir sur les conditions de travail de cette année. Ça a été une année assez particulière, forcément inhabituelle, les confinements que nous avons connus. Dans quelle mesure ils ont impacté votre travail de préparation ? Alors, ils ont impacté dans la mesure où on ne pouvait pas se réunir en présentiel. Il a fallu apprendre à travailler en visioconférence, donc tenir nos réunions de conseil d'administration habituelles, mensuelles, mais aussi les réunions de travail comme la relecture des articles du bulletin et puis la mise en forme du bulletin. Bon, comme c'est quelquefois un peu animé parce que chacun donne son avis, c'est vraiment un travail collectif, même si on part de l'article d'un auteur. Après, chaque membre de la commission donne son avis, explique comment il comprend une phrase, il comprend le sens de l'article. Quelquefois, il faut réorienter le sens de l'article parce qu'il y a des inconvénients que l'auteur n'a pas vus. Et là, il a fallu apprendre à faire ça en visioconférence et puis être un petit peu discipliné parce que c'est pas toujours les enfants qui sont indisciplinés en groupe, les adultes savent faire aussi. Et bon, c'est un peu une fierté d'avoir réussi à sortir le bulletin dans ces conditions-là, parce que d'une part, ça nous permettait quand même d'être ensemble, parce que on a continué de travailler. Les Amis de Bernay, même actuellement, sont toujours là. Chaque chercheur travaille toujours en individuel et avec les documents qu'il a sous la main et à confronter par téléphone ou par mail les travaux qu'il fait. Mais par contre, ça nous manque de ne pas pouvoir nous rencontrer, et il y a une convivialité qui n'est pas la même. Et puis surtout, nos permanences du mardi ne peuvent plus être assurées, nos conférences encore moins, les sorties, on n'en parle pas. Toute la vie de l'association qui est impactée. A été forcément impactée. Bon, la fermeture de la maison des associations, c'est un gros problème parce que c'est là qu'on a toute notre documentation, et il faut penser à faire une liste d'ouvrages qu'il faut venir chercher ou rapporter quand on veut les renouveler. On ne peut pas y aller aussi librement que dans les conditions normales, quoi. C'est vraiment la prise d'un ouvrage ou le dépôt de la restitution d'un document, mais pas question de stationner dans la maison. Comment sont choisis les sujets? Vous l'avez dit, un véritable travail collectif de l'association. Il y a une conférence de rédaction, ça se passe comment? Les sujets, en fait, ils arrivent en fonction de ceux qu'on nous propose. Alors, souvent des administrateurs ou des adhérents, quelquefois une personne extérieure qui dit voilà, j'ai travaillé sur tel thème, est-ce que ça vous intéresse de le publier? Alors, c'est en fonction de ce que l'on reçoit et puis de ce qu'on juge aussi digne d'intérêt. Il y a quelquefois des choses qui sont hors sujet qu'on ne publie pas. Et puis, c'est comme ça que ça peut être quelquefois un petit peu disparate. Puis après, il y a des choses bassement pratiques, comme d'arriver à mettre les articles bout à bout pour tenir à peu près le volume de 64 pages, qui est un volume pratique, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pratique. Il est pratique qu'il fasse 64 pages. Là, il était un petit peu plus mince parce que le dernier article, il nous manquait, je ne sais plus, 2 ou 4 pages pour arriver à faire un bulletin de 64. Quelquefois, il fait 68, ça a d'autres inconvénients. Plusieurs sujets donc pour ce bulletin version 2020. Le premier, intitulé Une famille bernayenne du 15e siècle, rédigé par Edith Rouet. Sur quelle source peut-on s'appuyer pour étudier l'histoire de Bernay au 15e siècle ? Alors là, c'est une succession d'heureuses coïncidences. On a fait la connaissance d'une personne qui travaille aux archives de la Seine-Maritime, qui habite Bernay, et qui nous a dit, mais aux archives de la Seine-Maritime, il y a énormément de documents qui concernent Bernay et l'Eure.
parce que pour des raisons diverses et variées, quelquefois ce sont des documents qui appartenaient à une entité qui était, on va dire, régionale, qui était basée à Rouen, et ces archives sont restées en Seine-Maritime, sont restées à Rouen. Alors on a récemment constaté aussi qu'il y en avait à Alençon, qu'il y en avait à Caen, enfin il n'y a pas, tout ce qui concerne Bernay en documents historiques n'est pas forcément à Évreux aux archives départementales. Et là cette personne a signalé cette enquête de recherche de noblesse dont il manque le début et la fin, donc ça handicape un petit peu, ça a handicapé un petit peu pour recalculer la date, mais autrement bon, c'est un document sociologiquement intéressant parce que il y a plusieurs membres de la famille qui sont auditionnés par un tribunal pour faire reconnaître s'ils sont nobles ou pas. Et puis ça nous permet aussi de revisiter un certain nombre d'idées presque reçues qu'on avait de l'école primaire, où sous l'Ancien Régime, les nobles ne payaient pas d'impôts, ne payaient pas la taille, n'avaient pas le droit d'exercer des activités industrielles. On se rend compte que on s'aperçoit que par dérogation différentes, bon, tout ce qui concerne le fer, c'est pour une raison, à la base pour une raison assez compréhensible. Le fer, c'est un matériau stratégique qui sert à fabriquer des armes, donc il y a pu y avoir des dérogations de prononcer pour pouvoir fabriquer du fer. Et puis ces nobles, quand ils avaient une activité industrielle par dérogation, on ne leur faisait pas de dérogation non plus pour les impôts, donc ils étaient taillables, ils avaient donc l'impôt à payer sur leur activité industrielle. Pour 2021, vous avez déjà des idées de sujets pour le prochain bulletin ? Alors, des idées pour le prochain bulletin, oui, on en a presque trop, et puis il va falloir trier. Donc il va falloir trier, puis il va falloir prendre une décision, parce qu'on a de quoi remplir, on va dire, si on met tout bout à bout, on a de quoi remplir 2 bulletins et demi. Ah oui. Alors c'est un petit peu un problème, parce qu'il va falloir faire un choix entre quel article on passe en premier, et puis si on fait un bulletin un petit peu plus gros, si on fait 2 bulletins dans l'année, ce qui était autrefois le cas, mais qu'on a été obligé d'abandonner parce qu'on a voulu donner une meilleure qualité et puis une meilleure présentation au bulletin, et ça nous prend beaucoup de temps, si bien que 2 bulletins par an, c'est plus réalisable avec le niveau de qualité qu'on a souhaité se donner. Et donc je préfère parler des sujets. On va parler des sujets. Après, de toute manière, les lecteurs verront les 2 sujets. Dans quel ordre, je ne sais pas. Alors, il y a un sujet, c'est à la base l'histoire des rues de Bernay, donc l'histoire de la rue de l'Abbatiale. Puisque Jean-Luc Germain a habité rue de l'Abbatiale et donc s'intéressait à sa rue, qui n'est finalement pas très longue. Et puis, pour aboutir à l'histoire de la rue de l'Abbatiale, il a fallu parler de sa création. Donc, parler de sa création, il a fallu parler de la création du quartier, parce que la ville de Bernay, elle était entre l'abbaye et la rutière, l'actuelle rutière, on va dire. De l'autre côté de l'abbaye, il y avait pratiquement rien, les jardins de l'abbaye, après des prairies et des champs, mais on va dire qu'au-delà de l'abbaye, quand on s'éloigne de la rutière, c'était la campagne. Donc, après la Révolution, quand l'abbaye a été fermée, tout le quartier s'est trouvé loti, les rues, je résume beaucoup, mais les rues ont été tracées, et puis il est apparu la nécessité de relier la place de l'hôtel de ville, place Gustave-Héon aujourd'hui, de la relier à la rue de la Charentonne, qui à l'époque était la route de Paris. Donc là, le besoin d'une rue qui fait disparaître malheureusement un transept de l'Abbatiale, de créer une rue. Donc cette rue de l'Abbatiale, elle part de la place de l'hôtel de ville, et puis elle va rejoindre la rue de la Charentonne au pont de la Médiathèque, et donc la jonction était faite. Beaucoup de choses à lire du coup en préparation pour le bulletin 2021. Mais j'aimerais revenir avec vous sur un autre projet pour parler actuellement. Il nous reste 1 minute. Un étudiant a choisi de faire sa thèse sur l'Abbatiale, et apparemment il pourrait y avoir une reconstitution de l'Abbatiale en 3D. Oui, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Effectivement, c'est un sujet sur lequel on est en pourparlers, parce qu'on va peut-être soutenir un petit peu financièrement ce projet, sous réserve qu'il ait répondu à toutes les questions, mais je compte sur lui, j'ai confiance, et puis que le conseil d'administration donne son dernier aval. Mais en tout cas, ce serait une modélisation 3D de l'Abbatiale.
Donc on arriverait à un niveau de connaissance de l'abbatiale jamais atteint au niveau architectural. Ça serait extrêmement intéressant pour les habitants de Bernay et pour tous ceux qui aiment l'histoire de cette ville. Merci beaucoup Jean-Luc Montagioni d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes le président de la Société historique et archéologique des Amis de Bernay. Vous pouvez retrouver le bulletin en vente. Il est en vente où ? Alors, à l'Office de tourisme, à la Maison de la Presse, le Rouge et le Noir et l'Heure des Livres. Voilà pour les endroits où vous pouvez acheter le bulletin. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site ou bien sur notre application Radio Sensation. Merci de nous avoir suivis.